Je trouve quand même très drôle qu'on ait des Français qui avaient fait un film Evil Dead, et la première histoire qu'ils te font raconter, c'est une histoire de famille. Comme quoi, l'exception française, ça doit exister, hein, quand même. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce vlog qui reviendra sur Evil Dead Burn, un film que j'attendais énormément, pas parce que je suis fan de la saga Evil Dead. J'ai beaucoup de mal avec ceux de Sam Raimi. Le premier a un côté un peu sympathique parce que tu sais que c'est un film qui a été fait avec pas beaucoup de moyens, que c'est un premier film, etc. Donc tu peux admirer quand même l'audace du projet. Mais c'est vrai que je suis pas un énorme fan du film. Le 2, c'est quasi un remake du premier, mais version un peu débile. Et il y a eu beaucoup de délire sur notamment les fluides, le vomi et tout dans ce genre-là. Et avec lequel j'ai un petit peu de mal. Le 3 est quasi une comédie, Army of Darkness, je crois. J'ai été assez surpris par les remakes, cela dit. Le remake de 2013, je l'avais trouvé vachement intéressant, vachement sympathique, et notamment la très bonne idée de quel personnage principal on a dans l'histoire. Donc une nana qui est en train de se désintoxiquer, et du coup tout le monde peut douter légitimement des déclarations qu'elle fait par rapport à des démons et trucs dans ce genre-là. Il y avait eu Evil Dead Rise, qui était sorti en 2023, qui avait aussi un truc assez intéressant, notamment... On va être honnête du coup avec ce film dont j'ai dit ça parle de la famille. Ça parlait aussi de la famille dans Evil Dead Rise. C'était une famille où la mère devenait possédée et t'avais les gamins qui essayaient de se débrouiller comme ils pouvaient avec leur mère possédée. Donc c'était effectivement assez effrayant en plus. C'est ce côté quelqu'un qui doit être ton protecteur par définition qui se retourne contre toi. Et je l'avais étonnamment apprécié. Je trouve vraiment c'est bizarre mais j'aime bien les remakes d'Evil Dead plus que la saga originale. Et j'attendais énormément celui-ci, en partie à cause de ça, mais en bonne partie parce qu'il est réalisé par Sébastien Vanissek, qui est français et qui a réalisé Vermine, qui est un de mes films préférés français. Je pense qu'il doit pas être très loin derrière Le Pacte des loups, par exemple, qui, je pense, c'est vraiment le film français que je préfère de l'histoire du cinéma français. Oui, bien sûr, c'est du cinéma de divertissement, etc., donc ça va pas plaire à certains populaires. Moi, c'est vraiment un de mes films préférés, et je pense que Vermine est pas très loin derrière. Je suis très content que le film ait réussi à marcher, et quand j'ai appris qu'il avait été appelé ensuite par Hollywood et qu'il allait faire un Evil Dead, j'étais ultra heureux pour ce mec, quoi, pour ce Sébastien Vanissek, et je me suis dit, faut juste pas qu'il rate son essai, quoi, parce qu'il y a plein de réalisateurs qui sont appelés ensuite à faire des trucs à Hollywood et qui se plantent et qui font un truc qui marche pas. Donc là, j'espérais que ça allait marcher et je dois dire que ça a très très bien marché. J'ai beaucoup apprécié ce film. L'histoire est celle de Alice, une jeune femme dont le mari vient de mourir brûlé dans un accident de voiture. Elle doit se rendre évidemment à l'enterrement et revoir toute sa belle famille avec laquelle elle n'a pas vraiment envie de se retrouver. Elle est persuadée que sa belle famille ne l'apprécie pas et elle n'a pas tout à fait tort non plus. Mais tous ces problèmes familiaux, tout ce linge sale à laver en famille va être métaphorisé, va être rendu concret par l'horreur et par les possessions démoniaques propres à Evil Dead. Le livre des morts fait évidemment son retour dans ce film et toute la famille va se faire posséder petit à petit. Et ça va faire ressortir absolument tous les squelettes qu'il y a dans le placard, parfois littéralement, dans cette famille, et la pauvre Alice va devoir essayer de s'en sortir. Et donc pour le dire très clairement, oui, c'est très réussi et j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas, cela dit, si les fans de Evil Dead de base vont beaucoup apprécier, parce que il y a peut-être un peu moins un accent mis sur le gore et le body horror en règle générale. Alors attention, il y a du body horror pendant le film. Il y a des trucs assez extrêmement graphique même. Il y a des corps humains qui prennent cher, jeu de mots, cher. Il y a évidemment, des trucs qui coupent, des trucs qui écrasent, etc., etc. Donc il y a du gore et de la violence et du body horror. Mais cela dit, c'est un petit peu moins le cœur du délire et la métaphore est un peu plus prédominante quand même. Il y a un passage qui est assez traditionnel body horror gore à la Evil Dead de base, c'est une scène de baiser avec un personnage assez cadavérique, on va dire, et l'effet est très très bien rendu. Je sais pas si c'est une prothèse ou si c'est un effet qui a été fait numériquement, mais typiquement, il est assez dans l'ombre. Alors c'est pas pour cacher qu'il est mal fait, par exemple, ce genre-là, l'effet est très clairement très bien fait, mais il le met pas vraiment avec un gros projecteur dessus pour que tu vois bien la cicatrice et le pus qui sort et tout le bordel, tu vois. Donc voilà, faut vraiment pas vous attendre à voir genre un film français par exemple. Il y a une cotation film français pour un film d'horreur notamment qui peut être assez négative. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire, mais c'est vrai que tu sens que son délire quand il se met à tourner une scène, c'est pas allez vas-y on va faire un gros plan sur la blessure, sur le truc là, etc. et puis sur le vomi et sur etc. C'est pas exactement le délire. Il y en a à foison. Mais c'est pas vraiment, je dirais, ce qui ressort le plus du film.
Ce qui va ressortir le plus du film, c'est cette métaphore familiale et ça va être aussi le côté visuel qui est extrêmement réussi dans ce film. Donc voilà, pour un avis un petit peu général. Le côté famille, du coup, on peut revenir dessus avec le fait que, effectivement, c'est un film assez français. Et c'est un truc assez basique en France. On aime parler de la famille, on aime parler, que ce soit pour les comédies ou pour les films d'horreur ou pour les trucs dans ce genre-là. C'est un sujet qu'on aime beaucoup aborder. Et là, donc, on traite toutes ces histoires de famille sous l'angle de l'horreur. Et ça marche très très bien. Notamment, la toute première véritable séquence d'attaque du film, ça va être à l'issue d'un repas de famille. Et pendant ce repas de famille, au début, ça essaye de démarrer avec les gens qui essayent de rester cordiaux, on va dire, entre eux. Et petit à petit, il y a tous les petits reproches qui vont venir sur le mariage, sur les individus, sur leurs habitudes, sur leurs travers, etc., etc. Et la scène est vraiment très très bien foutue. C'est là que tu sens que le film est bien parti parce que ça va monter petit à petit en tension jusqu'à arriver à une explosion ultime. Et c'est vraiment un truc à réussir de travailler une montée progressive comme ça de la tension, un build-up de la tension dans une scène. Et vraiment, Sébastien Vanissek s'en est très 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 bien sorti. Et donc il y a cet aspect très français au film, mais pas que. Ils ont vraiment essayé de fourguer le maximum de trucs français dans le truc. Est-ce que qui que ce soit pensait un jour voir dans un film de la franchise Evil Dead du Jacques Brel ou du Alain Barrière, par exemple? Je sais même pas qui est ce mec. Pour le coup, en culture française, je suis assez mauvais en règle générale, mais alors du coup, Alain Barrière, j'ai absolument jamais entendu. Il y a sans doute des tonnes de gens qui vont me dire qu'il est ultra connu, etc. Sans doute pour vous, mais moi qui m'intéresse pas du tout à la variété française. C'était vraiment la première fois que j'entendais le truc. Jacques Brel, par contre, je connais évidemment. Et du coup, c'est très drôle de voir comment est-ce qu'il mélange ce truc-là. Pareil, le générique de fin, il y a du rap, mais du rap français, du coup. Et notamment, l'héroïne, donc Alice, est jouée par une actrice française. Comment s'appelle-t-elle déjà? Souhelia Yacoub. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Le i bien bon endroit, c'est ça. Qui est française dans le film. Et il y a tout un tas de références au fait qu'elle soit française. Généralement assez drôle, notamment dans la scène mid-générique. Je crois pas qu'il y ait de scène post-générique, mais il y a une scène mid-générique qui fait allusion à ça et ça marche. Enfin, c'est assez drôle comme truc. Et donc ouais, c'est assez sympathique de voir dans cette licence purement américaine et dans ce film 100% américain, en tout cas au niveau de la production, je veux dire, des références à la France comme ça qui arrivent régulièrement. Et c'est un petit peu drôle de voir que quand t'as un Français, il est un petit peu cocorico quand même dans son film et il essaye de foutre des éléments français qui paraissent peut-être parfois impromptus. Mais donc oui, de base, tout le film repose sur ce côté famille et donc chaque membre de la famille a des trucs à reprocher aux autres. Il y a notamment le fait que, par exemple, la grand-mère est un peu sénile et elle est persuadée que l'une de ses belles-filles veut voler son argent, par exemple. Tu sais pas trop d'où ça vient exactement, mais tu sens que c'est ce genre de rancœur familiale qui doit être un peu enterré quelque part et venir d'un truc un peu particulier. T'as la mère qui est extrêmement attachée à sa famille, mais qui ne se définit que par rapport à sa famille presque, qui ne vit que à travers ça. Et donc forcément, quand il y a un drame qui la touche, ça la touche énormément. Il y a le fils qui est accusé d'être un espèce d'énorme lâche. Il y a tout un truc par rapport à la mère de famille, donc qui reproche à son propre père, donc le grand-père pour le reste, d'avoir complètement abandonné la famille à un moment. Et évidemment, Alice qui est au milieu de tout ça et qui est la pièce rapportée. Bon, il y a une autre pièce rapportée qui est Tia du coup, mais donc la femme de l'autre, du frère de celui qui est mort. Mais Alice, notamment, va cristalliser beaucoup de rancœur de la part de beaucoup de membres de la famille et elle va être le moyen de faire ressortir tout le truc. Donc c'est intéressant honnêtement parce que c'est toujours le truc que j'ai dit. C'est pareil quand tu avais vu ce film français Dans la brume qui était sorti avec Romain Duris, je crois, normalement dans le rôle principal. Pareil, ça tournait beaucoup autour de la famille. C'était un père et sa femme qui étaient séparés d'ailleurs à un moment et qui sont unis par leur fille qui était malade. Et il y avait toute une notion comme ça de famille qui était au cœur du film. Il fallait protéger la fille, notamment, de cette fameuse brume empoisonnée qui était partout dans Paris. Donc je me moque souvent de la récurrence du thème familial dans les films français, mais ça peut être exploité de façon intéressante. Et là, notamment, c'est bien exploité dans ce Evil Dead Burn. Et ça marche effectivement extrêmement bien. Et tu vois que c'est un thème qui est bien traité pendant tout le truc. Et il y a un autre thème qui est traité, mais qui est pas annoncé dans la bande-annonce. Donc je vais le garder sous silence. Il y a un film d'horreur qui est sorti récemment qui aborde un petit peu la même question. Comme ça, je vais rester un peu plus vague. Et qui aborde un petit peu les mêmes thématiques, un peu le même sujet. Un truc qui tourne autour de Alice, notamment, particulièrement. Et je trouvais que c'était intéressant, là aussi, de l'intégrer dans le truc, notamment dans une franchise qui a ce genre d'intérêt à sa base. J'essaye vraiment de rester superficiel pour pas faire le truc. Peut-être lancer une section spoiler vite fait pour ceux qui seraient frustrés de le truc, qui voudraient absolument voir la réponse, ou pour ceux qui ont vu le film et qui voient pas de quoi je parle. Je parle du fait qu'il y a un côté sur les relations toxiques, en fait, sur le fait que Alice est dans une relation toxique avec son mari, qui clairement la battait. Elle a une cicatrice sur le ventre qui a été causée par son mari. Je crois qu'il l'a ébouillanté avec une casserole ou un truc dans ce genre-là.
Et le film démarre avec la scène d'engueulade dans le restaurant. Alors, c'est marrant parce qu'ils appellent ça un restaurant, c'est plutôt une boîte de nuit, je trouve quand même. Il y a toute cette scène d'ouverture qui est dans le restaurant qui est tenu par le frère, donc qui est mort au début du film. Toute la scène est une scène d'engueulade de couple, et c'est après l'engueulade que le mec prend sa bagnole et va à fond sur la route et a son accident. Donc c'est une relation qui, dès le début, est marquée par la tension, et on apprend au fur et à mesure du film que c'était une relation donc violente, et il y a ce commentaire qui est fait du mec à Alice, qui fait si t'es resté, c'est que t'aimais bien souffrir au final. Et donc sur un film qui est centré sur les personnes qui souffrent, sur les cicatrices, sur la douleur, sur le body horror, etc., c'est effectivement une très bonne idée à amener dans le scénario, et ça reste profondément ancré dans les thèmes de la saga, et ça marche super bien. Donc c'est une très très bonne idée d'avoir inclus ça dans le film. Et donc ça rappelle un petit peu Obsession, qui est aussi sur des relations toxiques sentimentales. Donc voilà, on va pas sortir des spoilers, mais tous les thèmes du film sont effectivement très très bien traités et bien intégrés au scénario, et c'est judicieux de les avoir ajoutés. Il y a un autre truc que j'ai trouvé intéressant dans les thèmes abordés dans le film, c'est que le film s'appelle Evil Dead Burn, et donc il y a énormément de choses qui tournent autour de l'incendie en fait. Des personnages ébouillantés par exemple, par de l'eau chaude, le personnage de Alice qui fume des clopes, donc il y a cette notion de feu du coup quelque part. Il y a des choses qui vont prendre feu, il y a des choses qui vont se jouer avec un extincteur, il va y avoir un moment du goudron brûlant par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça dans le film qui tournent autour du feu et qui le gardent en fait comme élément central de divers éléments. Il va y avoir les bougies aussi notamment qui vont être utilisées dans une scène. Et il y a un petit détail que je trouve intéressant, c'est que alors le film ne travaille pas énormément de couleurs non plus. C'est un film qui est plutôt gris, c'est normal, on est dans un film d'horreur. Ce que fait Vanissa, c'est qu'il travaille en fait sur des taches de couleurs très précises dans l'image. Dans l'enterrement, par exemple, les draps vont être gris et noirs, et puis le cercueil blanc, mais va y avoir cette rose rouge, avec un rouge extrêmement pétant posé sur le cercueil, qui va contraster du coup avec tout le reste. Il y a le vernis à ongles de la copine du frère de celui qui est encore en vie, donc de Tia, qui est jaune, extrêmement pétant, qui va se démarquer par rapport au gris de la voiture, et qui va du coup marquer le personnage. Il y a certains moments du film où il y a un éclairage jaune qui va débarquer. Il y a d'autres moments du film où il va y avoir du feu et donc il va y avoir un éclairage plutôt rouge, par exemple, qui va débarquer. Et le personnage principal de Alice, en fait, est le seul personnage à avoir une couleur froide sur elle. Elle a du bleu sur les ongles. Ça m'a pas marqué sur les autres personnages de voir des couleurs aussi froides que ça. Je crois qu'ils sont plutôt dans du gris. Il me semble, peut-être que je me trompe, je vérifierai vite fait avec la bande-annonce, mais il me semble que c'est le seul personnage du film à avoir une couleur froide. Et donc, c'est le seul élément distinct du reste de cette famille. Et donc, comme on est sur les squelettes dans le placard, sur les problèmes au milieu de la famille, etc., et que c'est très marqué par le feu, il y a un côté intéressant parce qu'elle est cette couleur très nettement distincte du feu et des couleurs du feu et des couleurs chaudes en règle générale dans le film. Donc ça, c'était vachement intéressant. Et en termes de réalisation en général, Sébastien Vanissek, il s'en est donné à cœur joie. Tu sens qu'il a eu les moyens de faire absolument tous les délires qu'il avait, en tout cas en termes de mouvement de caméra. Je pense aussi en termes de trucage, que ce soit au niveau des maquillages gore ou au niveau de certains effets spéciaux. Mais clairement, au niveau de la caméra, le mec s'éclate comme c'est pas possible, quoi. Il y a des mouvements de caméra absolument partout, et généralement avec du sens, c'est-à-dire que c'est pas juste gratuit. Bon, il y en a évidemment de base qui vont reprendre le code de Evil Dead, de cette caméra qui se promène quasiment en vision subjective, en courant très très vite dans une forêt notamment. Il y a notamment un plan en drone à un moment qui va suivre la voiture sur la route, et qui va laisser la voiture passer, puis remonter et filmer toute la forêt qui est derrière, par exemple, et qui va s'incliner un petit peu, et qui va avoir des mouvements un petit peu particuliers, et qui va aller assez vite, notamment. Il y a toute une série de plans débulés qui va faire sur certains personnages, notamment possédés. Donc la caméra débulée, c'est la caméra qui est inclinée sur un côté ou sur l'autre, pour faire passer la possession du coup du personnage. C'est un truc qui marche plutôt bien. Mais il va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, notamment. Il y a des plans où il va débuler en cours de plan, donc la caméra va tourner pendant le plan. Et il y a un plan notamment où il va faire un cut pendant un dézoom et un débulage du plan. Donc c'est deux trucs de mouvement de caméra qui sont associés par un cut, et ça arrive à rester fluide dans le mouvement alors que on passe clairement d'une période de la journée à une autre. Donc c'est un cut qui est extrêmement intéressant et bien géré, et qui fait bien passer le temps tout en restant dans la continuité du montage. Après l'accident de voiture du mec, il y a tout un plan qui commence à l'envers et qui fait un 180 degrés pour se retourner pour arriver sur le personnage principal. Peut-être qu'il démarre à l'endroit et qu'il finit à l'envers en tout dans ce genre-là, mais comme le personnage vient de se retrouver du coup tête en bas, il est de faire un tonneau. C'est intéressant du coup, enfin la caméra reproduit aussi sa vision du monde en se retrouvant à l'envers, ou en commençant à l'envers et en se retrouvant dans une autre position ensuite.
Il y a tout un plan zénithal sur une scène d'attaque notamment, donc un plan qui est vu du dessus, qui est le regard divin quelque part, donc il y a quelque chose d'intéressant à filmer la situation où il y a des démons partout comme ça en fait. Il y a tout un moment où un personnage va être traîné au plafond par un personnage qui ne respecte pas la gravité, et la caméra en fait va suivre le personnage, mais beaucoup de films auraient travaillé à ce qu'on ne sente pas vraiment le mouvement de la caméra. Ça aurait pris la caméra et puis ça aurait fait un léger mouvement de grue et ça se serait retourné à 180 degrés pour suivre le personnage ou un truc dans ce genre-là. Là, en fait, il a voulu spécifiquement que la caméra épouse les contours du décor. Et donc, la caméra va vraiment avancer avec le personnage, se retourner d'un coup sec à 90 degrés et remonter le long du mur, et se retourner encore un coup sec à 90 degrés et finir ensuite dessus le personnage. Et il y a quelque chose, du coup, de très surnaturel, de très étrange dans ce mouvement de caméra, parce que d'habitude, on essaye de masquer le mouvement de la caméra, et là, en appuyant complètement que la caméra a été bien posé sur quelque chose pour faire son mouvement de caméra et que ça a suivi les contours du mur, il y a quelque chose d'étrange dans ce mouvement qui passe extrêmement bien. Pareil, il y a un plan qui va filmer un personnage en zénithal et qui va se redresser ensuite pour filmer quelque chose qui est autour du personnage, mais au lieu de se relever dans le sens normal, elle va se relever à l'envers et donc en fait la caméra se recadre et se recentre et se relève à l'envers, ce qui du coup augmente aussi ce côté étrange, malaisant, malsain du mouvement de caméra. Et puis il y a notamment ce long plan séquence qui était très très cool, qui était un des teasers d'ailleurs. Le premier teaser qui était sorti, c'était entièrement ce plan-là, qui est une des grosses séquences d'attaque. C'est un plan qui est intéressant parce qu'il y a toute une scène de chaos monstrueuse qui se passe partout. Le plan est centré sur Alice qui essaye de survivre au milieu de ce chaos, au milieu donc de tous ces problèmes de famille. Elle qui est la pièce rapportée dans cette famille et qui n'a pas vraiment envie d'être là en plus en règle générale. Et donc à nouveau, c'est un plan qui est très très bien et qui est techniquement très abouti, très marquant, qui a dû demander beaucoup d'efforts pour être réalisé, et ça marche super bien. J'ai juste un petit souci avec ce plan-là, c'est que il y a un moment où on voit le père qui est en train d'avancer en flottant sur le sol avec les jambes un petit peu recroquevillées, et tu vois que ses pieds, t'as juste la pointe des pieds, le bout qui flotte avec, qui touche un petit peu le sol. Et je trouvais que c'était vachement intéressant, c'est quelque chose de très malaisant de voir un personnage se déplacer comme ça. Ça me rappelait énormément, notamment le jeu Silent Hill 4, qui a tout un tas de fantômes qui se déplacent comme ça en flottant au-dessus du sol. Et en fait, je pensais que ce serait plus utilisé dans le film, mais non, c'est vraiment juste dans ce plan-là et jamais avant ou après en fait. Je trouve ça un petit peu dommage, non pas parce que c'est Silent Hill et que j'aime bien Silent Hill, mais parce que c'est une bonne idée, je trouve que c'est quelque chose qui marche bien, qui rend très très angoissant. Et c'est dommage de pas plus utiliser que ça finalement quelque part et de faire des trucs qui sont plus in your face en règle générale. Ce n'est pas un reproche, c'est juste j'aurais trouvé ce plan cool s'il était revenu encore un peu plus dans le film. D'ailleurs, en parlant de Silent Hill, j'ai pas entendu Sébastien Vanissek en parler dans des interviews, des trucs dans ce genre-là, mais je vois 2 ou 3 inspirations de Silent Hill dans le film. Il y a notamment donc ce déplacement du fantôme. Il y a le crématorium qui s'appelle The Silent Grace Crématorium, un truc dans ce genre-là. Et donc le fait d'avoir ce panneau avec cette écriture-là précise qui met Silent, etc., ça rappelle énormément les panneaux de Silent Hill. Et puis bien sûr, il y a ce fameux plan qui sort du miroir, qui te fait donc comprendre que la scène était filmée dans un miroir au début, qui, à mon sens, est un peu inspiré de Contact de Robert Zemeckis. C'est un des mecs qui fait les plans les plus marquants à ce niveau-là, au niveau des sorties de miroir. Et ça te fait du coup effectivement ressentir la violence de la scène d'action. Après, je vous avoue que dans le film, tu vois pas spécialement pourquoi à ce moment-là faudrait le faire en fait. La violence a déjà commencé avant. Je vois pas pourquoi il faut marquer la violence de ce coup-là par exemple à ce moment-là. Et t'as juste l'impression qu'il a juste voulu s'amuser en fait au niveau visuel avec sa caméra. Petit truc à noter justement, c'est que j'avais peur en fait quelque part au niveau de la réalisation au tout début du film parce que le début du film joue énormément sur des montages assez clipesques d'inserts. Donc les inserts, c'est des très gros plans sur différents objets, par exemple mon vieux BlackBerry par exemple, qui me sert toujours à prendre mes notes. Le film démarre avec tout un tas de montages clipesques de zoom et d'inserts sur, par exemple, les pages du Necronomicon. Ça va démarrer au début avec 2 pêcheurs qui sont sur un lac, et tu vas voir des zooms sur le matériel de pêche, par exemple, sur la boîte d'hameçon, sur la canne qui est posée au bord du truc, sur l'allumage du réchaud à gaz, parce que je crois qu'ils veulent cuisiner le poisson directement après avoir pêché ou un truc dans le genre. Et il y a tout un tas de séquences comme ça qui sont très très clipesques. Pareil, la transition à la scène dans le restaurant, bar, boîte de nuit, machin. Pour moi, c'est plus un bar ou une boîte de nuit qu'un restaurant, mais de la transition à ce truc-là, il y a un truc très cut avec des flashs parce qu'il y a un personnage qui est en train de prendre des photos. Du coup, il y a pas mal d'enchaînements de flashs, de photos, de zoom, d'inserts, etc. Et donc, il y a genre 3 grosses séquences clipesques au début du film. Et au début, je me suis dit, oh, dis donc, ça fait beaucoup quand même au début du film. Je sais pas si tout le film va être comme ça, mais ça me paraît très dommage. Et c'est pas quelque chose qu'il y avait dans Vermine, donc ça me surprenait un petit peu. Et en fait, oui, le film se calme au fur et à mesure. Il y a quelques séquences très précises où on va faire un peu plus de jeux de montage un peu clipesque comme ça, mais c'est vraiment très rare dans le film. Au final, il va y avoir 4 ou 5 grand maximum. Et donc, il y en a comme 3 au début. Donc, les 2 autres sont vraiment répartis
loin et très espacé dans le reste du film. Ça me faisait un tout petit peu peur au début, mais non, vraiment, Sébastien Vanissek, il a géré de A à Z son film, quoi. Il a fait un très très bon démarrage à Hollywood, et manifestement, le film est assez attendu, on s'attend à ce qu'il démarre plutôt bien au niveau box-office. Je crois qu'il est attendu aux alentours de 30 millions, par exemple. C'est quand même plutôt ouf, quoi. Le film a coûté que 20 millions en plus à produire, donc il se rembourserait directement. Il y a moyen de faire un très... Et je crois que c'est un des films qui pourrait faire les meilleures ouvertures de la saga Evil Dead en général. C'est quand même dingue, quoi. Le mec s'en sort super bien, il continue sa success story, et c'est tout ce que je lui souhaite, parce que vraiment, je le trouve extrêmement doué, ce Sébastien Vanissek. Est-ce que j'ai des petites notes par-ci par-là que je pourrais mettre? Oui, il y a quelqu'un qui avait fait une remarque sur quand j'ai fait la bande-annonce, enfin l'analyse de la bande-annonce. Quand j'ai fait la bande-annonce, mais l'analyse de la bande-annonce, il y a un plan sur le paquet de clopes que la meuf pose sur un meuble, et le mec était persuadé que c'était généré par IA parce que il trouvait que le truc était illisible. Je pense pas que ce soit le cas. Je crois que c'est juste le plastique qui rend le truc un petit peu illisible. Peut-être que ça a été un petit peu corrigé, cela dit. Peut-être que c'était un paquet fond bleu, quoi, fond vert, qu'ils ont posé en attendant d'avoir peut-être un sponsoring avec une marque de cigarettes, par exemple. Cela dit, au final, ils ont pas de sponsoring. C'est une marque qui s'appelle Portsmouth. Et c'est très lisible dans le plan final du film. Donc peut-être qu'ils ont un peu corrigé le plan, peut-être qu'ils l'ont retouché pour que les écritures soient plus lisibles. Pour moi, c'était juste le plastique qui déconnait. Donc pour ce mec qui s'est énervé dans la partie analyse de trailer. J'ai trouvé un petit peu gros la scène où donc la nana Alice qui découvre le livre des morts et qui lit des passages à voix haute. C'est toujours très particulier des personnages qui lisent des trucs à voix haute. Je connais très peu de gens qui lisent à voix haute quand ils tombent sur un truc et qui sont tout seuls en plus, qu'ils ont personne avec qui à côté d'eux avec qui le truc. Et surtout, elle lit certains passages spécifiques du livre qui disent qu'il faut pas lire le livre à voix haute, et notamment faut pas lire ces 4 mots maléfiques en particulier qui libèrent les démons. Et la meuf se met à les lire, quoi. Alors la scène a un petit twist au bout d'un moment, mais au début tu fais bon, c'est un peu gros, meuf. Avec en plus certains trucs un peu étranges qui commencent déjà à se passer, je serais toi, je me méfierais et je ferais pas trop la conne avec le bouquin, quoi. J'ai trouvé assez intéressant aussi, peut-être un peu classique, mais j'ai trouvé assez intéressant le moment où elle suit l'arrivée d'un monstre avec l'ombre que le monstre projette sur un mur en face d'elle, etc. C'est classique, mais ça marche très bien et c'est bien foutu dans la scène. Et puis pour un film qui mélange pas mal l'humour et notamment le grotesque, le grand guignolesque quelque part dans le truc, je dois dire que c'est assez timide dans ce film-là au final. Peut-être qu'ils ont eu peur de trop aller flirter du côté de l'humour, peut-être en plus parce que Flaubert a un passé dans l'humour. Flaubert, donc Florian Bernard, qui a un passé sur Internet au niveau de la comédie et des sketchs. Donc peut-être qu'ils ont eu peur d'aller trop vers les sketchs, mais il y a quelques petits passages humoristiques qui marchent quand même pas trop mal. Il y a tout un truc où pendant l'enterrement, on met une musique, donc la musique de Jacques Brel, et d'un seul coup t'as un cut sur le personnage qui essaie de sortir, de rouler le cercueil en dehors du truc, et t'as la roue qui coince ou un truc, etc. Et du coup t'as peur que le cercueil tombe, évidemment. Il y a un cut très rigolo parce que tu passes de la musique qui est vraiment assez forte à d'un seul coup un gros silence avec le bruit de la roue qui grince et tout le bordel. Ça c'est un truc qui marche très très bien. Il y a un moment où 2 personnages observent un des démons en train de faire un truc, et la scène est assez drôle, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais la scène est assez drôle et ça a fait rire pas mal de gens derrière moi, notamment dans la salle. Il y a un petit cut assez drôle où d'un seul coup tu filmes un truc extrêmement calme et comique au milieu d'une scène plutôt d'action et avec tout un tas de trucs assez énormes qui se passent à côté. Donc pareil, ce petit cut rend plutôt bien. Et ouais, quelques échanges comme ça et quelques blagues qui peuvent être assez rigolotes, mais je dis pas tant que ça, pour un film qui est vraiment axé quelque part sur le mélange de l'humour et de l'horreur à la base, notamment avec Evil Dead 2 et 3. Moins dans les remakes, cela dit, effectivement, mais avec Evil Dead 2 et 3, effectivement, il n'y a pas trop d'humour, mais les touches d'humour qu'il y a marchent très très bien. Donc ouais, si jamais Sébastien Vanissek passe par là, mec, t'as encore fait un excellent travail, et pour tous les autres qui regardent la critique, je vous conseille vraiment d'aller voir Evil Dead Burn. Moi qui suis pas fan de la saga à la base, qui suis pas fanat de body horror et de trucs dans ce genre-là, le torture porn même, Evil Dead est pas vraiment torture porn, mais il y a des passages un peu comme ça. Mais le torture porn, c'est un genre que j'aime pas, genre Hostel, je déteste ce film et cette saga de films. Saw, j'aimais bien parce qu'il y avait un côté moral derrière le truc en plus. Mais c'est vrai que c'est pas un film qui devrait m'attirer à la base, Evil Dead. J'ai toujours eu du mal avec cette saga et pourtant, ça rend vraiment extrêmement bien, quoi. Et c'est bien tenu, c'est bien fait, c'est bien réalisé. T'as de quoi se sentir fier de voir un Français derrière la caméra. Je vous encourage à aller voir Evil Dead Burn. C'est un essai tout à fait réussi pour Sébastien Vanissek aux États-Unis. J'ai très hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Ça sent le français qui se sent limité par les productions françaises et tu sens qu'il a envie d'essayer de faire des trucs et j'ai envie de suivre ce qu'il fait parce que non seulement c'est plutôt réussi, mais en plus il a une vraie patte en tant que réalisateur. Il essaie vraiment de faire des trucs en termes de mise en scène qui soient intéressants, il essaye de trouver des plans qui n'ont pas trop été faits avant, par exemple. Il essaie de trouver des idées qui n'ont pas trop été faites avant. Et ça fait du bien, en fait. C'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce qu'on cherche dans le cinéma. Et il a réussi à le faire. Et donc, je ne peux que l'encourager à continuer et je ne peux que vous encourager à aller voir le film parce que ça marche super bien et c'est cool. Donc voilà pour Evil Dead Burn. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!